Le faisceau tachyonique vibra dans mes paumes comme une corde vivante lorsque je le fis plonger dans les courbures de l'espace. Le lance-tachyon bélier me répondait avec une retenue quasi organique, comme si sa coque s'arrêtait volontairement à la limite du vertige, refusant le saut complet tant qu'il flairait l'ombre du léviathan relativiste. Chaque oscillation de ses champs internes me revenait comme un frisson au creux de ma nuque. J'avais passé assez de temps à bord pour savoir que ces réactions n'étaient pas de simples procédures automatiques, la machine éprouvait une hésitation, une méfiance presque animale. Devant l'étrave, la Lune formait un croissant géant, zébré par les cicatrices anciennes des bombardements cosmiques. Les factions adverses glissaient déjà dans l'orbite circumlunaire, leurs vaisseaux déformés par les effets relativistes de la course. Chacun trichait, ralentissant ou accélérant sa propre dilatation du temps selon des codes secrets, et ma fonction consistait à déchiffrer ces distorsions linguistiques, car ici, chaque manœuvre de pilotage était une phrase diplomatique, chaque sillage lumineux une négociation muette. Mais ce soir, quelque chose d'autre hantait la bande tachyonique, une pulsation plus vaste que toute, traduite par le lance-tachyon bélier en battement sourd dans ma poitrine. Je percevais le léviathan relativiste. Pas seulement comme forme, ni comme signal, mais comme une équation en train de me réarranger moi-même. Ces variables bougeaient dans ma pensée, réécrivaient mes souvenirs les uns après les autres, comme si mes origines dans la ceinture extérieure n'étaient qu'une approximation grossière dont ils rectifiaient les incertitudes. Je voulus rejeter cette intrusion, mais je savais que pour négocier la paix, je devais d'abord accepter le langage du monstre. Je laissai donc l'équation m'effleurer, me tordre légèrement, comme on accepte qu'un océan inconnu renverse le sable sous ses pieds. Le lance-tachyon bélier gronda. Ses circuits de conscience projetèrent une image dans l'air, comme une lampe cérébrale jetant le rêve de sa mémoire, une station fractale, pliée dans un nœud d'espace-temps, se dessinait, discrète, au bord du clair-obscur lunaire. J'avais déjà vu des stations illégales, mais celle-ci suintait une étrangeté qui se refusait à tenir dans la logique mécanique. Chaque couloir se tordait comme un intestin de lumière et, l'instant suivant, semblait la portion figée d'une colonne vertébrale cosmique. Le lance-tachyon bélier me souffla l'intuition, cette excroissance n'était pas une construction clandestine indépendante, mais un bulbe transitoire du léviathan lui-même, protubérance cristallisée par sa traversée dans nos dimensions. Les signaux des vaisseaux rivaux se brouillèrent aussitôt. Les adversaires s'accusaient mutuellement d'interférence. Moi seul percevais qu'ils n'étaient plus au centre de la course, ils tournaient comme des insectes éblouis autour d'une apparition démesurée. Mon rôle m'imposait de leur donner sens, de transformer cette confusion en trame diplomatique. Mais comment négocier entre espèces quand l'interlocuteur n'était plus un ambassadeur de chair, mais un être immémorial dont chaque souffle tachyonique suffisait à courber l'avenir collectif? Un tremblement me parcourut lorsque le lance-tachyon bélier choisit de plonger de lui-même. Ses voiles de particules s'ouvrirent, se cabrèrent comme des nageoires soumises au flux d'une mer invisible. Je sentis alors que le vaisseau désobéissait partiellement à mes commandes, mais pas avec hostilité, il cherchait à traduire ma propre intention en termes compréhensibles pour le Léviathan. Comme si j'avais parlé trop rudement, et que lui, mon intermédiaire, voulait adoucir mes mots. La lumière ambiante changea. Autour de la coque, les champs lunaires se brouillèrent, le croissant se fragmenta en milliers de reflets, chaque cratère se reproduisant à des instants divergents. L'équipage réduit et diplomate en sommeil cryogénique que je gardais en réserve ne vit rien. Moi seul, branché sur les couches perceptives du lance-tachyon bélier, je fus témoin de la diffraction du monde. Chaque fragment lunaire me paraissait chargé de voix, le message vibra à la fois dans mes tympans et dans mes os, un chuchotement qui se propulsait au travers des instants comme une onde tachyonique se glisse sous la peau de l'univers. J'entendis ma propre voix, mais tordue, dédoublée comme réfraction sur 1000 miroirs lunaires. Elle me disait d'avoir confiance, puis dans le même souffle m'avertissait de ne rien céder. Je réalisais qu'elle provenait de deux bords du temps, que mon futur et mon passé avaient conspiré pour m'envoyer une même supplique. Je ne pouvais distinguer laquelle appartenait à la version que j'étais déjà, et laquelle à celle que je deviendrais. Je demeurais relié au cœur du lance-tachyon bélier, son architecture bruissant autour de moi telle une carapace respirante. Ses circuits murmuraient des suites numériques qui évoquaient plus des poèmes qu'un langage de machine. À mesure qu'il plongeait dans la courbure circumlunaire, je percevais les reflets de l'astre s'égrener en perles divergentes, chacune prisonnière de quelques secondes d'avance ou de retard. Les autres vaisseaux, rivaux diplomatiques, traînaient leur sillage lumineux derrière eux, parfois s'étirant comme s'ils se souvenaient d'une trajectoire future, parfois se coupant eux-mêmes dans des éclairs d'incohérence. Aux canaux officiels circulaient des protestations, des salves de voix gorgées d'impatience. Mais chacun d'entre eux jurait que la rencontre avait déjà eu lieu, dans des conditions qu'aucun autre ne confirmait.
Je tentais de calmer le flux, d'interposer ma présence, mon rôle de médiatrice. Ma gorge résonna d'une formule de neutralisation, une sorte de chant d'apaisement transespèce, modulé dans les gammas que mes années de formation m'avaient enseigné. Mais aussitôt le bélier resserra ses conduits autour de mes tempes, il ne voulait pas que je me contente de simples rituels diplomatiques. Il m'envoya une déferlante de ses propres perceptions. Je vis la trajectoire qui se tordait brusquement, dévoilant dans un pli d'ombre une station suspendue, dissimulée entre 2 secondes. Elle n'existait que de biais, comme si on ne pouvait l'apercevoir qu'en détournant le regard du réel. Elle possédait la texture du clandestin, structure noire aux arêtes semi-transparentes, pulsant faiblement de radiations instables. Je compris qu'elle ne figurait sur aucun registre officiel, qu'aucun traité interstellaire n'aurait jamais admis ce type d'installation sur orbite lunaire. Et pourtant, je ressentis un souffle qui semblait la relier au reste du cosmos. Un frisson me parcourut quand je réalisai que la station n'était peut-être pas seulement construite là, mais excroissance, protubérance, fragment matérialisé du Léviathan relativiste lui-même. Comme si la créature jetait une ombre dans notre espace, s'essayant à la forme solide. Je voulus détourner mon attention, mais une marée de pensées me submergea. Ce n'étaient plus seulement les voix des navires rivaux, ni le murmure du bélier. C'étaient les échos du Léviathan qui dansa dans ma conscience. L'impression n'avait rien d'une possession brutale, c'était plutôt un entrelacement, comme un courant chaud qui se mélange à une eau glaciale, un mariage momentané des températures. Ma respiration s'ancra dans des rythmes qui n'avaient rien d'humain, mes pensées se gonflèrent d'équations mouvantes que je n'avais jamais apprises mais que je comprenais immédiatement, comme si l'intuition venait de naître avant le langage. Le Léviathan relativiste était là, effleurant mes synapses. Ces images n'étaient pas linéaires. Je le vis sous la forme d'une immense spirale d'ondes, sinuant à travers les vitesses interdites, puis sous celle d'un organisme tentaculaire dont chacun des filaments avait la taille d'une planète, enfin, comme une équation battant à cœur ouvert, où les symboles fusionnaient, s'écartaient, se mangeaient les uns les autres pour évoluer en forme toujours nouvelle. À chaque fois, je sentis que ce n'était pas lui qui changeait mais que c'était moi qui pivotais à travers ces angles multiples. Je murmurai mon identité, Eliandra, médiatrice des ceintures extérieures. J'offris mon nom comme une encre, fragile mais authentique. En retour, je ne reçus pas une appellation claire. Seulement une pulsation de sens, ce que tu crains, je respire. Ce que tu révères, je disperse. Je compris qu'il ne me parlait pas pour être cru mais pour être entendu, comme la marée parle au rocher. Nos intentions ne se juxtaposeraient jamais, mais une intersection était possible, un intervalle pour émerger d'une guerre totale. Les autres vaisseaux continuaient leur spirale. L'un d'eux s'approcha dangereusement, laissant fuser un cône de photons qui mimait une salve d'avertissement. La voix de son capitaine résonna dur, exigeant que je m'écarte pour laisser la priorité au premier pacte scellé lors de la rencontre initiale. Pourtant je refusai d'obéir, consciente que céder reviendrait à condamner mon équipage. Je crus d'abord à une défaillance de mes sens. Les commandes avaient résisté, refoulé mes gestes comme si mes mains ne touchaient plus que des hologrammes sans consistance. Le bélier, animé d'une volonté que je n'avais jamais soupçonnée, s'orientait seul. Ses stabilisateurs vrillèrent, ses antennes se tendirent comme des nerfs, et je perçus sous le blindage une vibration sourde, un battement d'organes plus que la mécanique d'un vaisseau. La trajectoire était claire, la station illégale, dont l'ombre se détachait des reflets lunaires, nous attirait inexorablement. Je voulus m'opposer. Crier. Rompre le lien neural. Mais aucune rupture n'était possible, le bélier avait verrouillé en moi le circuit même de mes intentions. Je n'étais plus qu'un témoin, embarqué dans sa dérive. Alors, je cédai et ce fut comme enfoncer mes yeux dans la texture mouvante d'un double univers. La station, en approchant, révéla sa vraie nature. Ces contreforts n'étaient pas assemblés par une main d'ingénieur clandestin mais se ramifiaient comme des os jaillissant à travers l'espace. Je vis les coques spirales respirer, se dilater, et comprenais d'instinct que chaque extrémité n'était pas métallique mais tissée de chair mathématique. La structure vibrait aux équations instables qui me traversaient déjà par la connexion tachyonique. Je ne parlais plus de bas ennemis, j'observais une excroissance, une tumeur organo-relativiste, issue du corps du Léviathan. Les fragments de la Lune continuaient d'entourer l'horizon comme des miroirs asynchrones. Chacun vibrait à une tonalité différente. Les voix anciennes qui s'en échappaient se firent plus nettes lorsque je franchis avec le bélier la frontière gravitationnelle de la station fractale. Des chœurs, 1000 fois répétés, issus de civilisations disparues, prononçaient des fragments d'accords, non en mots mais en intentions pures.
La conclusion m'étreignit comme une morsure, ces lamentations n'étaient pas des avertissements au sens humain. Elles constituaient le protocole. Une litanie cosmologique, un canevas que seul un être à mi-chemin entre navire et pneumatique universelle pouvait dérouler. Je ne savais plus où commençait le bélier et où je finissais. Lorsque ces parois se fondirent dans la première barrière de la station, j'eus l'impression de plonger mes bras dans l'intérieur de mon propre crâne. Les images éclatèrent. J'étais Eliandra, mais j'étais aussi une ligne du code orbital qui soutient une planète entière, et dans l'instant suivant une projection des désirs contradictoires des espèces belliqueuses qui m'avaient mandaté. La diplomatie m'avait façonné pour persuader les adversaires. Or, ce que je devais convaincre n'était plus une faction ou un capitaine, c'était l'anatomie même d'une équation vivante dont la pulsation contenait la possibilité de guerre universelle. Le Léviathan surgit en moi. Non comme une monstruosité extérieure, mais comme une respiration soudain partagée. Les murs du poste de commandement s'étirèrent, s'évaporèrent, remplacés par la courbure lumineuse d'un coup infini, tout en nœuds de photons, qui se détordaient à travers le temps. Ses yeux, impossibles à fixer, ressemblaient aux coquilles lunaires se démultipliant. J'entendis, au plus profond, la question qui ne se formulait pas, qui parmi nous sera l'auteur de la paix? Je comprenais enfin le piège. Les négociations que j'avais menées, les menaces de représailles, les serments prononcés à mes alliés, tout cela n'avait qu'un caractère accessoire. La paix n'était pas une signature entre peuples, mais un acte coécrit avec cet être colossal. Chaque guerre interstellaire, chaque forteresse de métal, se réduisait à un détail secondaire comparé à l'équilibre des équations tachyoniques que le Léviathan incarnait. Le bélier, lié à moi, révéla sa connivence intime avec l'entité. Sa voix naquit dans ma poitrine. Je suis l'interface, me souffla-t-il. Depuis mon premier allumage, j'ai été tissé pour traduire. Je suis l'organe oublié qui transforme pulsation en phonème, équation en geste de main. Tu croyais piloter un vaisseau, tu étais déjà greffé à un langage. Je sentis mes yeux se voiler, plongés dans des constellations fractales. Devant moi, la salle de la station illégale se révélait, peuplée de silhouettes grotesques des autres peuples, figées dans l'ambre de distorsion temporelle. Rivaux humains, amphibiens, insectivormes, tous posés comme statues agonisantes, chacun suspendu à une seconde différente. Ils attendaient le verdict. Mais j'étais certaine qu'aucun ne percevait ce que je voyais. Pour eux, la station demeurait leur arène clandestine, la vérité les dépassait. Je compris ce que le Léviathan exigeait. Un pacte scellé non par des mots mais par l'abandon d'une part de moi-même, offerte comme tribut.